Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer. Bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel enregistrement du Nouvel Esprit Public au cours duquel nous nous efforcerons d'éclairer certains éléments de l'actualité de la semaine écoulée. Nous le ferons avec François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, avec Nicole Niesotto, professeur titulaire de la chaire Union européenne au Conservatoire national des arts et métiers, et avec Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova. Quelques nouvelles d'abord. Je vous confirme que le prochain enregistrement en public aura lieu le 16 juin, le dimanche 16 juin, à la mairie du 9e arrondissement. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur notre site. Nous retrouverons le théâtre de l'école alsacienne à la rentrée. Mon tour d'horizon des auditeurs qui nous suivent à travers le monde dans 164 pays m'a valu un courriel fort sympathique d'un auditeur qui nous ouït en Uruguay. J'ai le plaisir de l'informer qu'il y en a 24 autres dans ce pays. Peuvent-ils former une chaîne, se rencontrer, faire un club, et peut-être pourrions-nous aller réaliser en Uruguay un nouvel esprit public en public. Si nous restons dans ce sous-continent, sachez que nous comptons 564 auditeurs au Brésil, 252 en Argentine, 27 au Pérou, 123 au Chili, 33 en Équateur et 1 au Venezuela que nous assurons de notre particulière sympathie. J'aime donner ces modestes chiffres, car notre verre n'est pas grand, mais nous buvons dans notre verre. Encore d'ailleurs, n'est-il pas si petit que cela, puisque la semaine dernière, vous étiez 40 384 à nous avoir écoutés. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, Quoi de neuf, Romain Gary. Ces premiers mots de l'article d'Éric Fotorino donnent le ton du numéro du 1 de cette semaine. Pourquoi est-il consacré à l'auteur de La promesse de l'aube ? Parce que, écrit Éric Fotorino, Romain Gary est de ces écrivains avec une peau en moins, hypersensible aux vibrations de l'époque. Dans Les Racines du ciel en 1956, plaidoyer pour la sauvegarde des éléphants, il fait de la défense de l'environnement une cause majeure et déjà urgente. Dans Éducation européenne, même au milieu ou parce que au milieu de la mitraille, il dit sa foi dans une Europe unie et pacifiée. Et dans La nuit sera calme, en 1974, incroyable entretien fictif, il en appelle aux valeurs féminines pour sauver la civilisation, de quoi plonger les yeux bien ouverts à la source Gary pour s'y désaltérer et y revenir sans se lasser. Fin de citation. Nous sommes soutenus par nos souscripteurs. La défiscalisation, comme je vous l'ai annoncé la semaine dernière, avance et vous en trouverez des nouvelles précises. Je vais éviter de vous encombrer de détails. Vous en trouverez des nouvelles précises sur notre site et nous allons maintenant remercier quelques-uns de ceux qui nous soutiennent. Pour ma part, je remercie Bertrand Demont, Arnaud Lavalette, Vincent Malapert, Pascal Leclerc et Pierrette Vézina. Marc-Olivier Padis. Tous mes remerciements à Clément Montiqueco, Alexandre Baquet, Amélie Fayet, Bertrand Lacourte et Yves Perrault. Nicole Niesotto. Nos remerciements à Pierre-Louis Mandoloni, Thomas Darbois, Nicolas de Sevin, Thierry Geoffroy et Catherine Desbucois. François Bujon de l'Étang. Et moi, je remercie Aurélia Colonna, Anne Delomé, Eugénie Arcis, Philippe Robert et Christelle Martin. Je ne sais pas pour quelle raison, c'est François Bujon de l'Étang qui, sur 5 donateurs, a 4 dames. Mais oui, je m'en réjouis. Je vous propose que nous commencions par nous intéresser aux élections qui s'en viennent et à cette Europe au pied du mur, puisque lundi, le 13 mai, a débuté la campagne officielle pour les élections. Les Européens s'attendaient à n'élire que 705 eurodéputés, mais la sortie du Royaume-Uni ayant été repoussée au 31 octobre 2019, ce sont toujours 751 parlementaires qui devraient siéger à Strasbourg. En France, 34 listes comprenant chacune 79 noms s'affrontent en vue du scrutin des 25 et 26 mai prochains. Un nombre de listes record, néanmoins inférieur aux 41 engagées en Allemagne, où il n'y a pas de seuil d'éligibilité.
tandis qu'en France, le rétablissement d'une circonscription nationale unique était censé limiter le nombre de listes. Cette profusion ne profite pas aux eurosceptiques en Allemagne, où le vote qui se profile est un oui massif pour l'Europe. Les formations pro-européennes recueilleraient entre 69 et 76% des voix. En France, La République En Marche et le Rassemblement National font la course en tête avec près de 22% d'intention de vote chacun, devant les Républicains à environ 12,5% pour les uns, 11% pour les autres, mais aussi quantité de petites formations politiques telles que l'Alliance jaune de Francis Lalanne ou une liste espéranto prônant une démocratie linguistique en Europe. L'intérêt des Français pour le scrutin du 26 mai prochain reste bas, avec un taux de participation attendu de 41%, niveau inférieur à celui enregistré en 2014, 42,4%, et 68% des Français âgés de 18 à 25 ans expriment leur désintérêt pour le scrutin prévu. En Italie, la campagne a démarré tardivement, signe de l'intérêt mesuré qu'on lui porte, même si la question de l'Europe, et notamment de la situation migratoire, demeure un enjeu de taille. Parmi les 18 listes qui s'affrontent, les sondages donnent la Ligue, parti europhobe du ministre de l'Intérieur Matteo Salvini, en tête des intentions de vote avec 32%, tandis que le Parti démocrate, qui se relance avec son nouveau leader, Nicola Zingaretti, pourrait obtenir 22% des voix. Résultat assez cuisant pour le vice-premier ministre Cinque Stelle, Luigi Di Maio. Sur cette question, Nicole Niesotto. Oui, alors, c'est vrai qu'on est quand même frappé de cette pléthore de listes électorales pour un scrutin européen. 34 listes, donc vous l'avez dit Philippe, et donc on peut s'interroger sur d'abord la raison de ce nombre de listes, et puis l'effet possible sur la participation et les résultats du vote. Alors, sur le pourquoi tant de listes, il y a des raisons bêtement logistiques, c'est-à-dire que c'est très facile de déposer une liste, il n'y a pas de conditions, à part l'âge évidemment et le casier judiciaire vierge, mais il n'y a pas de conditions, il n'y a pas besoin de parrainage, et donc un certain nombre de groupuscules ou de toutes petites associations trouvent dans cette possibilité de déposer une liste une façon de faire parler d'elle. Donc là, c'est la deuxième raison, c'est l'opportunité médiatique, puisque la loi du CSA dit que, quelle que soit l'importance de la liste, vous avez droit de toute façon à un forfait minimal de 3 minutes, et ensuite le forfait... Non, c'est juste pour préciser une chose, on peut se présenter, on ne fait pas imprimer de bulletin, on ne fait pas imprimer d'affiche, donc en fait on ne va pas au scrutin, mais on a cet accès automatique et gratuit que vous venez de détailler de 3 minutes aux médias. Voilà. Alors après, l'accès dépend aussi pour les vraies listes du nombre de parrainages de députés, de sénateurs que vous avez. Mais donc, il y a énormément de petites associations. Il suffit d'avoir 79 copains qu'on met sur la liste et on a au moins 3 minutes dans les chaînes nationales, ce qui n'est pas insignifiant. Mais je crois qu'il y a il y a aussi des raisons de tactique politique interne au parti. Par exemple, on voit qu'il y a beaucoup de listes dans le parti à gauche, dans le parti écologique, et puis dans l'extrême droite. Et donc, c'est aussi tactiquement, pour les partis, ou en tout cas les familles politiques en France, une façon de se positionner pour l'avenir. C'est-à-dire, on va essayer de compter ses voix, si tant est qu'on en est, mais par exemple, Benoît Hamon, on peut quand même espérer avoir des voix, sinon des députés européens, et de façon à se positionner dans la recomposition des familles politiques en vue des présidentielles. Mais je crois qu'il y a une raison quand même plus profonde, qui est que la multiplication des listes électorales est inversement proportionnelle à la profondeur du débat. Nous avons en France un débat nul, inexistant, même s'il a commencé il y a quelques jours, un débat parfaitement inexistant, et donc on a une prolifération de listes. Ce que je veux dire, c'est que si on avait un débat politique clair entre 2, 3, à la limite 4 visions différentes de l'avenir européen, avec des grands sujets, par exemple, est-ce qu'on relance la croissance par l'austérité ou par des politiques d'incitation à la consommation. Autre exemple, est-ce que on continue une Europe du marché ou est-ce qu'on fait vraiment une conjugaison avec une Europe du marché
et une Europe sociale? Est-ce qu'on a une autonomie européenne ou est-ce qu'on continue la solidarité avec l'Occident de M. Trump? Ces grands débats n'existent pas. Donc on a une série de débats ponctuels sur les migrations, sur la Commission, sur les budgets, mais on n'a pas de grand affrontement politique, ce qui fait qu'on n'a pas 2 ou 3, 4 grandes listes. On a une pléthore de listes sur des sujets très sectoriels, les animaux, la parité, l'écologie, les musulmans, les migrations, la monarchie, l'espéranto, le gaspillage, les femmes, que sais-je encore. Et ce qui m'étonne d'ailleurs, c'est qu'on n'ait pas eu de liste pro ou contre Brexit. On aurait pu avoir une liste pro-Brexit, une contre Brexit. Et ça, je crois que c'est vraiment très important. C'est un signal de la vacuité de notre débat. Plus il y a de listes, moins notre débat est important. Quel est l'effet possible sur le vote? Alors, il y a 2 thèses, évidemment. Ceux qui disent que la multiplication des listes va diminuer l'abstention parce que l'électeur trouvera bien une petite liste qui correspond à sa manie de citoyen ordinaire, donc ça peut multiplier le nombre de participants au vote. Il y a l'autre thèse qui dit qu'au contraire, ça décourage parce que c'est tellement ridicule qu'on ne sait pas pour qui voter, mais je crois que dans tous les cas, sur ces 34 listes, seules les 6-7 plus grandes auront des voix, puisqu'il faut quand même avoir un minimum de 5% pour envoyer des députés au Parlement européen. Donc ça n'a pas d'effet sur la composition du Parlement européen, mais ça a un effet sur l'émiettement du vote et donc la légitimité des majorités qui vont sortir de ces listes. Je ne crois pas qu'on puisse avoir une formation politique quelle qu'elle soit qui aille plus au-delà de 25% parce que l'émiettement des votes sera là. Alors, dernier point, comment ça se passe ailleurs? C'est comment ailleurs? Eh bien, c'est pareil. Il y a une émiettement de listes absolument considérable et on est battu par un pays qui est la Hongrie. En Hongrie, il y a 39 listes, avec même une liste qui s'appelle, alors en hongrois, je ne saurais pas vous le dire, mais qui s'appelle « Je ne vote pas ». Ce qui est quand même une subtilité politique absolument extraordinaire. Mais j'ai regardé, donc, et là je voudrais rendre hommage à la Fondation Robert Schuman, qui à chaque élection européenne a une cartographie des élections européennes, et on a la carte d'Europe, on clique dessus, sur un tel ou tel pays, on sait tout sur la façon dont se passent les élections. Donc là, je rends hommage à cette fondation. Mais donc, on a donc 20 listes en Belgique, ce qui correspond aussi à des élections législatives. Il y a les européennes et les législatives en même temps. 27 en Espagne, 30 en Suède, peu en Italie, bizarrement, 20 en Italie, Pologne 14. Donc c'est les pays qui sont le plus en crise ou les plus atteints par le populisme qui ont le moins de listes. Mais ce qui me frappe dans l'ensemble dans cette profusion de listes européennes, c'est que partout, il y a quelque chose de nouveau et qui me frappe, qui n'a rien à voir avec l'Europe, mais qui a à voir avec l'évolution de notre démocratie et la crise de nos démocraties. Il y a une liste animaliste. Et ça, à mon avis, ça devrait faire réfléchir. Ça n'était absolument pas le cas dans les précédentes élections. Alors, on a toutes les listes d'extrême droite que l'on veut, mais ce qui est nouveau et qui est systématique, c'est la liste animaliste. Et moi, je m'inquiète beaucoup. Les Allemands nous battent aussi en nombre de... Pardon ? Les Allemands nous battent aussi en nombre de listes. J'ai pas trouvé ça, moi, dans mon chiffre. Donc, j'ai entendu que vous l'avez dit dans votre introduction, mais j'ai pas trouvé ça. Moi, j'ai trouvé... On a peut-être des sources qui datent... Robert Schuman. Voilà. Marc-Olivier Padis. J'ai noté aussi 41 listes en Allemagne. Donc, parce que la différence, c'est qu'en France, on a mis un seuil de 5% d'éligibilité. En Allemagne, ils n'ont pas mis de seuil. En fait, il y a des règles communes pour ces élections entre tous les pays. En fait, des principes directeurs communs, mais il y a des possibilités d'adaptation. Et donc, en fonction des pays, on peut mettre soit une barre à 0 ou le maximum, c'est à 5. Et ce qui est curieux, c'est que les Allemands, dans leur système législatif, ont une barre à 5%, mais qu'ils n'ont pas mis au niveau européen. Sans doute, d'ailleurs, pour rendre un peu illisible le résultat des élections, puisque ça disperse le vote et que aujourd'hui, la CDU n'a sans doute pas intérêt, ne se sent pas tellement le vent en poupe et n'a pas tellement intérêt à ce que le résultat des élections soit très lisible. Alors, je ne contredirai pas, bien sûr, Nicole, sur le fait qu'on manque de grands débats en France pour structurer cette élection, cette campagne. Mais en fait, c'est un peu comme ça à travers toute l'Europe. C'est-à-dire, il n'y a pas de thème qui se dégage vraiment de façon très claire. Justement, à propos de la Fondation Robert Schuman, une enquête qui est disponible sur
sur le site de cette fondation donne un peu les thèmes dominants à travers les différents pays européens. Et tout se tient dans un mouchoir de poche entre l'immigration, le terrorisme, l'état des finances publiques, le changement climatique, le chômage des jeunes et la situation économique générale. Donc, il n'y a pas vraiment de sujet très net qui se dégage. Pas même par rapport à ce qu'on pensait peut-être il y a quelques années, le conflit entre pro-européens et anti-européens. C'est-à-dire qu'il y a quand même peu de listes qui prônent une sortie de l'Europe dans différents pays, à l'image de l'extrême droite française, qui, après avoir finalement a changé, comme tout le monde a remarqué, sa position sur l'Europe, il s'agit maintenant plutôt de transformer l'Europe de l'intérieur et non pas de pousser les Français à quitter l'Europe, sauf Asselineau, mais qui, à mon avis, fera moins de 1%, donc ça reste anecdotique. Alors, le contraste qui est saisissant, en revanche, c'est que cet éparpillement des listes au niveau national doit conduire, une fois le Parlement élu, à une convergence dans des groupes parlementaires. Et des groupes parlementaires qui, eux, sont peu nombreux. Et ce qui est curieux, c'est qu'on fait peu le lien entre les campagnes et puis la manière dont ces groupes, enfin les candidats aux élections, dans quel groupe parlementaire ils comptent siéger par la suite. Parce que précisément, le paysage est en train de se recomposer complètement. Comme on sait, les deux groupes parlementaires qui dominaient depuis le 79, dans le fond, au Parlement européen, ce sont le Parti populaire européen, donc les chrétiens-démocrates d'une part, et les sociaux-démocrates d'autre part. Et ces deux partis, ces deux groupes parlementaires, pour être plus précis, vont probablement reculer. Mais reculer beaucoup moins que ce qu'on pensait. C'est-à-dire qu'il n'y aura certainement pas de majorité populiste au prochain Parlement européen, même si Salvini et Le Pen font des bons chiffres. Encore faut-il qu'ils s'entendent ensuite pour former un groupe tous les deux. Et c'est pas évident parce qu'il y a déjà des rivalités entre tous les deux. Mais ils n'auront pas les moyens, bien sûr, d'avoir une majorité, ni même de gêner une coalition. En revanche, il est possible que les chrétiens-démocrates et les sociaux-démocrates n'arrivent pas à faire une coalition à eux deux tout seuls, ce qui était le cas jusqu'à présent. Et donc, ils vont avoir besoin d'un appoint au moins des Verts et peut-être même des centristes libéraux qui sont aujourd'hui sous le sigle de l'ALDE et que La République En Marche a annoncé probablement rejoindre. Et donc on aura probablement une coalition à 4 partis et qui serait quelque chose d'assez inédit et qui va introduire un jeu politique plus intéressant au Parlement. Alors moi j'ai regardé, et je vous encourage à regarder ce qu'on peut revoir sur Internet, le débat des têtes de liste, parce que la précédente élection, ce qui avait donné un peu de cohérence à la campagne électorale, c'est qu'on avait des têtes de liste des groupes parlementaires, ce qu'on avait appelé du mot allemand Spitzenkandidat, et donc effectivement, le président de la commission, Jean-Claude Juncker, était la tête de liste du PPE, donc des chrétiens-démocrates. Et donc, à Bruxelles, a été organisé un débat des 6 têtes de liste. Et donc, j'ai regardé ça. C'est assez intéressant parce que là, on se retrouve à 6 personnes. C'est quand même plus présentable comme débat que nos débats en randonnion à 12 ou 13. Ça a duré 1h30, donc c'est tout à fait raisonnable. Il y avait 4 grands sujets: le changement climatique, la fiscalité des entreprises, la politique étrangère et comment lutter contre l'euroscepticisme. Et là, on voit un dialogue qui était assez intéressant, en fait, donc c'est une Allemande, Ska Keller, qui représente les Verts, c'est Margaret Vestager, la commissaire à la concurrence, qui représente les centristes libéraux, Franz Timmermans, les sociaux-démocrates, Manfred Weber, que personne ne connaît, pas même en Allemagne, qui représente le PPE. Et là, on voit se dessiner quand même un débat européen avec des convergences, des tentatives déjà de rapprochement, de coalition. Franz Timmermans, en particulier, a fait beaucoup d'appels du pied vers les Verts et les libéraux, parce que certains entretiennent l'espoir qu'une coalition pourrait se faire sans le PPE. Donc on voit quand même se dessiner un peu, en tout cas à travers ce débat, un vrai débat à l'échelle européenne, même si évidemment les échos qu'on en a à chaque niveau national est beaucoup plus faible. François Bujon de l'Étang.
Moi, je trouve ça un peu optimiste, Marc-Olivier, franchement. Je vois votre foi européenne sous cette forme, mais je trouve ça un peu optimiste. Essayons de prendre les choses sous l'angle, d'abord, le premier angle. Pourquoi tant de listes Je crois qu'il y a toutes les raisons techniques que Nicole a données, laquelle j'en ajouterai une, d'ailleurs. C'est que cette fois-ci, on a modifié, en plus, le mode de scrutin dans la mesure où c'est une représentation proportionnelle sur des listes nationales. Or, la dernière fois, si ma mémoire est bonne, c'était des listes interrégionales. Il y avait 8 régions. Et si vous vouliez présenter une liste Théodule, il fallait qu'en réalité, vous constituiez 8 listes différentes dans 8 régions différentes, ce qui compliquait le jeu. Alors qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, vous prenez 79 copains et vous les envoyez dans la nature avec d'ailleurs des faux nez ou des faux noms et ça marche très bien. Je crois que c'est une raison supplémentaire. Mais la raison fondamentale, c'est le morcellement du paysage politique en Europe. C'est la fragmentation, c'est l'ubérisation de la politique telle qu'on la voit. Nous avons 34 listes et nous trouvons ça absurde, ce qui est vrai. Mais si vous regardez par exemple le Parti conservateur britannique sur le Brexit, il y a bien 34 factions avec 34 opinions différentes. Donc finalement, la fragmentation du paysage politique est particulièrement visible en France parce qu'il y a eu le phénomène Macron, la République en marche et que les partis traditionnels dits de gouvernement ont été repoussés à l'écart de la voie principale et se sont morcelés, fragmentés, d'où la multiplicité des listes à droite, à gauche, partout, plus le phénomène Gilets jaunes, 3 listes issues du mouvement de Gilets jaunes. Enfin, il y a vraiment tout ce que vous voudrez. Donc, premièrement, je crois qu'il y a une véritable fragmentation, atomisation des forces politiques dans l'ensemble de l'Europe et que ceci se voit dans tous les grands pays. Les chiffres que vous avez cités en Allemagne, en Italie, sont tout à fait frappants. On devrait dire un mot de la Grande-Bretagne, d'ailleurs, parce que l'un des paradoxes de cette absurde élection qui porte sur l'élection de députés au Parlement européen, mais sans que le rôle du Parlement européen soit parfaitement clair dans l'esprit de tous les électeurs, c'est que nous allons avoir 73 députés britanniques, puisque le Brexit a été renvoyé aux calendes, non pas grecques, mais britanniques, oui, et que Dieu seul sait ce qui s'y passera, ni même s'il n'aura jamais lieu. 73 députés britanniques, parmi lesquels, bien entendu, les eurosceptiques et les anti-européens tiendront le haut du pavé. Monsieur Nigel Farage fait un retour absolument en fanfare, et vous aurez 73 députés britanniques dont le but avéré est uniquement de tenir en otage le budget européen et de peser autant que possible sur la désignation des futurs responsables des institutions européennes. C'est-à-dire que, en prolongeant indûment le débat du Brexit, les partisans du renvoi aux calendes ont affaibli l'Europe et l'ont mise finalement à la portée des jeux malsains du personnel politique britannique. Alors voilà, je trouve que cette élection est en plus particulière parce que elle a démarré très tard, elle a une campagne qui finalement sera très très brève et qui sera elle aussi morcelée. Moi, c'est là, Marc-Olivier, que je suis frappé de ne pas voir vraiment l'amorce d'un vrai débat européen. Si vous demandez, les instituts de sondage le font régulièrement, les partis aussi, aux électeurs ce que sont leurs principales préoccupations, et ils viennent avec des préoccupations qui sont parfaitement compréhensibles, mais qui sont, je dirais, presque sectorielles. Les uns se préoccupent de l'immigration, les autres se préoccupent de l'environnement et du réchauffement climatique, d'autres de l'emploi et de la croissance, d'autres du pouvoir d'achat. Certains, plus spécifiquement européens, se préoccupent de l'évolution de la politique agricole commune, par exemple, et de l'influence que tout ceci aura sur notre agriculture. Mais au fond, le vrai débat sur le thème « Quelle est l'Europe que nous voulons ?» Vous, les citoyens que nous appelons à voter, quelle Europe voulez-vous? Quelle idée vous faites-vous de ce que doit être l'Europe, de ce que sont ses valeurs, de ce qu'elle doit défendre, de ce qui nous unit? Quelle idée vous faites-vous du rôle que l'Europe doit jouer dans la compétition internationale? Nous avons une guerre commerciale, nous allons en parler tout à l'heure, entre les États-Unis et la Chine, par exemple. Mais l'Europe se trouve prise là-dedans. Quel rôle doit-elle jouer? Quelle thèse doit-elle défendre? Rien de tout cela. Mais rien de tout cela n'apparaît dans le débat
à l'intérieur de l'Hexagone, mais pour ce que j'en perçois, n'apparaît non plus dans le débat chez nos autres pays. Et il n'y a pas de débat véritablement européen. Il y a une juxtaposition de débats nationaux dans lesquels, comme en France, on mélange joyeusement des sujets purement domestiques et des sujets vraiment européens, parce qu'il y a cette double nature. Et je terminerai là-dessus ce premier propos. Il y a une double nature. Bien entendu, nous n'avons pas eu d'élection nationale depuis le printemps 2017, c'est-à-dire l'élection présidentielle et l'élection parlementaire qui l'a suivie. Donc, au fond, il y a un caractère d'élection mid-term, comme diraient les Américains, une élection de mi-mandat. 2 ans plus tard et 3 ans avant la fin du mandat présidentiel, les électeurs, pour la première fois, sont appelés aux urnes. Comment faire pour éviter que ce soit une élection qui porte vraiment uniquement sur l'élection de députés au Parlement européen et qui ne soit pas plus ou moins un référendum sur l'action du président de la République, sur Macron ou pas Macron? Toute l'opposition ne songe qu'à s'unir pour en faire un référendum anti-Macron, bien entendu, et au contraire, toute la majorité ne songe qu'à s'unir pour en faire un débat qui renforce la main du président de la République dans les futurs débats européens, puisqu'on sent bien qu'il a prêché dans le désert pendant 2 ans et que les problèmes européens sont difficiles et que la France n'y a pas forcément une voix prépondérante. Pour rester un instant sur la question de l'élection des Britanniques ou de députés britanniques, de 73 députés britanniques, ceux qui ont joué au rugby savent que le fair-play britannique est une invention d'anglophiles étant devenus anglomanes, et ils en ont là la confirmation, je ne dirais pas éclatante, mais douloureuse. Il y avait, si vous permettez, un membre de ma famille, dans une génération supérieure, qui soutenait que le fair-play était une invention des Britanniques uniquement pour pouvoir accuser les autres d'en manquer. Ceux qui n'ont pas joué au rugby comme moi, mais qui ont lu Balzac, notamment les concurrences entre les maîtresses britanniques et françaises de certains héros balsaciens, savent que la perfidie britannique est une réalité plus que littéraire. Donc, moi, je voulais juste revenir à le prochain Parlement européen. Et là, je trouve effectivement que Marc-Olivier Padis est un peu optimiste. Et je voudrais d'ailleurs la rendre hommage, non pas à la Fondation Schuman, mais à l'Institut Jacques Delors, qui a publié 2 notes absolument essentielles et très précises sur la projection qu'on peut attendre au Parlement européen. Alors, premièrement, c'est vrai qu'on va passer d'une majorité bipartisane, droite-gauche, PPE socialiste, à une majorité à 4. Donc, droite, gauche, centre, vert. Et que donc tout cela va être nouveau. Ça n'a jamais existé dans le Parlement européen. Et la plupart des analystes s'en félicitent en disant que ça va être plus ouvert, plus démocratique, avec des négociations plus importantes. Moi, j'ai plutôt peur que ce soit la porte ouverte à des politiques de petits arrangements entre amis, incessants, un peu comme la 4e République, et que le rôle d'impulsion du Parlement européen, en particulier sur les grands domaines, les grands dossiers internationaux, soit complètement prisonnier de cette politique politicienne à 4. Deuxième point, en revanche, le fait que la majorité se fasse à 4, à mon avis, ça va tuer définitivement ce qui n'a existé qu'une fois, c'est la désignation du président de la Commission comme étant le leader du parti qui a obtenu la majorité des voix, le Spitzenkandidat. Là, c'est plus possible parce qu'il n'y aura pas vraiment de parti très majoritaire et que donc ça, c'est une bonne nouvelle. On va tuer cette procédure de désignation du président de la Commission par les partis, parce que c'est ça que ça voulait dire. Au lieu de les nommer par les États, on les faisait nommer par les partis. Donc ça, je crois que monsieur Manfred Weber, effectivement, chef du PPE, le PPE ayant eu la majorité depuis 4 mandatures au Parlement européen, il aura peut-être la majorité, mais M. Weber n'a aucune chance d'être légitime comme président de la prochaine commission, outre le fait qu'il est allemand, et qu'à mon avis, ça sera difficile quand même d'avoir un président de la commission allemand encore aujourd'hui. Mais là où je ne suis un peu en désaccord avec Marc-Olivier Padis, c'est sur les populistes, les extrêmes droites, les anti-européens, etc. Dans le Parlement d'aujourd'hui, ils sont à peu près une centaine. Ils sont très divisés, ils n'ont pas réussi à faire un groupe. Là, ils seront
unis. Ils auront un groupe. Pour faire un groupe, il faut 25 députés venant de 7 pays. Ils auront un groupe. Comme l'a dit Philippe Meyer, Nigel Farage, les Britanniques vont envoyer sur les 73 députés qu'ils ont une bonne cinquantaine d'anti-européens, et ils auront plus qu'un groupe. Ils auront, à mon sens, une minorité de blocage sur certains sujets. Et ils auront peut-être la possibilité d'obliger d'autres à des négociations. Donc moi, je suis malheureusement très inquiète sur la montée du populisme. On voit Monsieur Orban, la stratégie d'Orban d'aller aux États-Unis, de rencontrer Trump, de proposer cette Europe chrétienne, cette Europe des valeurs. Je crois que tout ça va avoir un effet bloquant. Et je termine sur un point, pour répéter ce que j'ai dit en introduction et sur lequel François Buchon de l'Étang a renchéri, il n'y a pas de débat sur l'Europe. Le vrai débat européen, c'est de dire à quoi sert l'Europe dans la mondialisation, et tout le monde évite soigneusement ce débat, et donc je pense qu'on aura encore une mandature pour rien. Marc-Olivier Badis. Oui, je crains de persister dans mon idéalisme optimiste. D'abord, il n'y a pas de débat sur l'Europe. C'est vrai en France, où, comme l'a dit François, tout est un peu focalisé sur le président de la République. Mais ça, c'est un biais du débat français, de toute façon. Ça ne veut pas dire que ce soit le cas dans les autres pays européens. Par exemple, vous prenez des pays comme la Suède, la République tchèque, la Pologne ou la Roumanie. Le premier sujet pour eux, c'est la Russie. Donc on va y revenir, mais non, justement pas aujourd'hui, mais enfin on voit bien que c'est un sujet. Il y a des pays qui sentent la pression et donc qui ont besoin de l'Europe pour répondre à la pression russe. Et vous avez d'autres pays comme l'Italie, l'Espagne, où la question c'est l'émigration des jeunes diplômés, et donc qui partent dans d'autres pays européens. Et donc quel est l'équilibre entre pays européens? Et encore plus curieux, des pays comme la Hongrie, la Pologne ou la Roumanie, leur préoccupation c'est le départ de leur population vers le reste de l'Europe. Et l'impopularité de la mobilité européenne, elle tient bien sûr pour une part à cette crainte largement fantasmée de l'arrivée des migrants, mais c'est surtout de l'angoisse de voir partir les jeunes, partir les diplômés. Il faut voir qu'un pays comme la Roumanie a perdu 1/5 de sa population depuis qu'ils ont intégré l'espace européen. Donc c'est quand même considérable. Deux petites notes supplémentaires pour répondre. Premièrement, sur les Britanniques, il faut quand même rappeler que si les Britanniques sortent un jour de l'Europe, ce qui, moi, me semble quand même probable, même si on n'a pas le calendrier, ça veut dire que les députés européens, enfin les députés britanniques au Parlement européen partiront. Et donc, des gens qui sont là en intérim pour quelques mois, quelques semaines, n'ont pas de moyens de peser véritablement dans les décisions. Et d'ailleurs, le Conseil européen, c'est-à-dire le Conseil des chefs d'État et de gouvernement, qui doit négocier sur la nomination des postes importants au sein de l'Europe, s'est mis d'accord pour maintenir la Grande-Bretagne en dehors de ces négociations. D'ailleurs, il n'y aura pas formellement du coup de réunion du Conseil, il n'y aura que des réunions informelles auxquelles les Britanniques ne seront pas invités pour faire ça. Et ce point-là me dirige à nouveau vers les coalitions électorales. Moi, je ne pense pas que Nigel Farage fera un groupe avec l'extrême droite européenne de Salvini et Le Pen, parce que eux, ils sont dans une problématique très particulière. Ils sont europhobes, donc ils ont tout ce qu'ils veulent, c'est sortir. Et quand ils l'obtiendront, ils seront plus là. Dernier point sur l'extrême droite. Eux, vous voulez dire Nigel Farage et ses amis, pas Salvini et Le Pen. Oui, c'est ça. Oui. Nigel Farage, il partira avec ses députés. Et donc ce n'est pas un allié intéressant, ce que je veux dire, pour Salvini et Le Pen. Et puis, dernier point, effectivement, il y a le problème d'Orban. Parce que Orban est vraiment le leader populiste le plus fort en Europe. Il a ce discours effectivement très, très populiste, xénophobe sur les valeurs soi-disant qu'il défend contre le reste de l'Europe. Mais Orban ne veut absolument pas être mêlé à l'extrême droite. Il a tout fait pour se différencier de Marine Le Pen, il ne veut pas la rencontrer, il fait partie du PPE, et donc ça c'est un des points de faiblesse du PPE, c'est qu'ils ne veulent pas faire sortir Orban, parce que déjà ils vont perdre des députés, donc ils ont peur d'en avoir encore moins, et donc c'est pas clair du tout cette manière dont, disons, cette droite populiste va se réorganiser demain. J'avoue que si je voulais prendre la tête d'une croisade pour le rétablissement des valeurs chrétiennes en Europe,
peut-être pas Donald Trump que j'irai voir en premier. Nous allons d'ailleurs parler de son pays et plus précisément des rapports de commencement du torchon qui brûle entre la Chine et les États-Unis. Le 10 mai, les États-Unis ont mis à exécution une menace qu'ils brandissaient depuis plusieurs mois, le passage de 10 à 25% des taxes douanières sur 200 milliards de biens chinois importés. 3 jours après, Pékin a riposté en décrétant que des droits de douane supplémentaires affecteraient 60 milliards de dollars, 53 milliards d'euros de biens américains. Échelonné de 10 à 25%, il vise 5140 produits, a averti le ministère des Finances chinois, et ces mesures, décrétées de part et d'autre du Pacifique, marquent la fin d'une session de tractation infructueuse. Les négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine se sont interrompues à Washington le 10 mai sans que les deux parties puissent parvenir à un résultat. Ce regain de tension a effrayé les marchés financiers. À l'annonce des représailles chinoises, le Dow Jones perdait 2,5%, le Nasdaq 3,4%, le CAC 40 1,22% et le DAX 1,52%. L'escalade des tensions entre Washington et Pékin a fait chuter la devise chinoise à son plus bas de l'année, entraînant dans son sillage la chute d'autres monnaies émergentes comme le won coréen ou le dollar taïwanais. Donald Trump entend réduire le déficit commercial états-unien, environ 380 milliards de dollars en 2018, mais aussi obtenir la protection de la propriété intellectuelle américaine, mettre fin au transfert de technologie et aux subventions chinoises aux entreprises publiques. En témoigne l'envoi des navires de guerre dans le détroit de Taïwan ou encore la volonté affichée de réduire à néant les ambitions des équipementiers de télécom, Huawei et ZTE aux États-Unis. Sur cette question, François Bujon de l'Étang. Alors, il faut effectivement s'efforcer de voir ce problème dans son ensemble, parce que finalement, la rivalité commerciale entre la Chine et les États-Unis n'est qu'une seule des dimensions d'une rivalité américano-chinoise beaucoup plus large. On peut dire tout ce qu'on veut contre M. Trump, mais il y a un certain nombre de choses à dire en sa faveur, et l'une d'entre elles, c'est qu'il sait joindre le geste à la parole, et que quand il annonce quelque chose, il le fait généralement. Il fait partie de ces leaders, il y en a eu beaucoup dans l'histoire, il y en a qui ont été même très très tristement célèbres, qui avaient écrit ou dit à l'avance ce qu'ils voulaient faire, et qui s'y sont tenus. C'est le cas de M. Trump, il fait ce qu'il a dit, et c'est d'ailleurs un de ses grands arguments vis-à-vis de ses électeurs qui lui restent, notez-le au passage, extraordinairement fidèle depuis son élection. Il avait dit qu'il voulait montrer aux Chinois que tout ce qui était pas tellement illicite, mais unfair, comme on dit dans unfair, injuste dans le comportement commercial devait être réprimé. Il le fait, et il le fait vraiment avec une extrême brutalité qui est une de ses marques de fabrique. Si vous lisez ce que je vous recommande pas forcément, d'ailleurs, son livre célèbre The Art of the Deal, dont il n'a probablement pas écrit une seule ligne, d'ailleurs, mais qui l'a largement inspiré, il le dit, l'intimidation de l'adversaire, la pression maximale, lui donner un coup au plexus avant même qu'on commence à s'asseoir à table pour parler, ça fait partie de la méthode Trump. Alors c'est très exactement ce qu'il fait avec la Chine, comme il le fait avec l'Iran, comme il le fait avec la Corée du Nord, dans d'autres domaines. Dans le cas de la Chine, vous avez tous les ingrédients d'un suspense au bord du vide qui est extrêmement dangereux d'ailleurs. Une augmentation des droits de douane absolument massive de part et d'autre, portant sur des montants d'échanges qui sont très impressionnants, une claire menace de guerre commerciale tout en maintenant quand même ouvertes les discussions. Vous avez dit, Philippe, très justement, que les discussions américano-chinoises commerciales étaient suspendues. Elles ne sont pas rompues, elles sont suspendues. Et d'ailleurs, M. Trump est en train de faire monter la pression parce qu'il espère bien avoir une rencontre bilatérale avec M. Xi Jinping en marge du sommet du G20 à Osaka qui doit se tenir au mois de juin. Donc on est dans la période de la montée de la pression pour l'instant. Donc tout ça est une pression qui monte avant un accord qui est espéré avant ou au moment du G20 d'Osaka en juin, mais il y a des inconvénients, y compris des inconvénients pour les Américains. D'abord, vous l'avez dit, il y a une immense nervosité des marchés, parce que pour eux, le risque le plus extrême, c'est celui d'une guerre commerciale. Ça, c'est quelque chose qui paralyse les opérateurs sur les marchés. Ça a un effet très, très, très négatif, bien entendu. Mais il y a autre chose, il y a des menaces d'escalade dans un certain nombre de domaines
industrielle. Les Chinois, par exemple, disent que si ça continue, ils vont cesser d'acheter des Boeing. Ils pourraient faire ça, après tout. Et les Américains, au contraire, sont en train de mettre au banc des accusés Huawei, de façon alors vraiment tout à fait explicite, puisqu'ils ont interdit à Huawei pratiquement d'acheter tout brevet américain ou d'utiliser toute technologie américaine, et qu'ils l'ont inscrite sur la liste des entités qui portent atteinte à la sécurité nationale des États-Unis. Ça, c'est une déclaration de guerre en bonne et due forme. Donc vous avez ce psychodrame. Mais tout en analysant ce bras de fer, comme nous sommes en train de le faire, il faut bien le remettre dans ce bras de fer dans le big picture, dans le contexte d'ensemble. D'abord, voir que ce traitement menaçant des Américains à l'égard d'un partenaire commercial dont ils sont mécontents n'est pas réservé à la Chine. Finalement. Bien sûr, c'est ce qu'il y a de plus spectaculaire, et c'est la Chine le principal interlocuteur des États-Unis de ce domaine. Mais au fond, rappelez-vous ce que M. Trump a fait sur les importations d'acier et d'aluminium il n'y a pas si longtemps à des partenaires commerciaux des États-Unis, le Mexique, le Canada, l'Union européenne, qui sont des partenaires commerciaux moins adversaires que ne l'est la Chine. Voyez les menaces qu'il brandit périodiquement sur l'automobile allemande, etc., etc. Donc c'est bien la méthode Trump, et d'une façon générale, tout ceci fait partie de son effort pour remédier à un déficit commercial américain de 380 milliards de dollars en 2018, si ma mémoire est bonne, qui est absolument considérable. Bien. Alors évidemment, la Chine a droit à un traitement renforcé. Ah oui, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle est accusée de vol de propriété intellectuelle, elle est accusée de pratiquer des transferts de technologies forcés, elle est accusée de subventionner des entreprises d'État qui bénéficient déjà de monopoles. Elle est accusée de protéger ces secteurs sensibles. Si vous permettez, toutes ces accusations sont non sans indice concordant. Ah non, mais tout à fait. Toutes ces accusations ne sont pas du tout sans fondement. Elles ne sont pas du tout sans fondement. Simplement, il agit, M. Trump. Il dénonce et il agit. Alors que beaucoup d'autres dénoncent sans véritablement agir. Et Huawei, je trouve, c'est vraiment l'exemple type, parce que Huawei est une entreprise prestigieuse, de haute technologie, sur laquelle la Chine comptait pour jouer, si j'ose dire, dans la cour des grands, dans tous ces domaines. Et voilà qu'on lui interdit d'un seul coup, alors qu'elle utilise le modèle Android de Google, on lui a interdit d'avoir accès aux technologies Google. C'est une façon de la tuer, de la condamner à mort. Et c'est bien de cela qu'il s'agit. Donc, guerre commerciale générale de la part de M. Trump, traitement renforcé appliqué à la Chine, accusée non sans raison de tous les maux, et puis des effets secondaires, parce que il y a des interférences avec d'autres domaines. Prenez par exemple l'Iran et la Corée du Nord, que j'ai mentionné en passant il y a 2 minutes. Il y a des sanctions contre l'Iran, mais il y a des sanctions secondaires contre les gens qui ne les appliquent pas, dont la Chine, qui veut continuer d'acheter du pétrole en Iran, par exemple. Corée du Nord, sanctions contre la Corée du Nord, mais sanctions secondaires aussi sur des États qui n'acceptent pas, par exemple, de limiter les flux financiers ou les transactions financières avec la Corée du Nord, dont la Chine, au premier rang desquels. Donc, il y a vraiment le traitement direct, mais il y a tous les traitements indirects aussi. Et au fond, ce que je veux dire, et ce à quoi j'en viens, c'est que le conflit avec la Chine est un conflit général. Les États-Unis ont désigné la Chine comme l'ennemi numéro 1 des États-Unis au XXIe siècle. Et il déborde très, très, très largement le seul domaine commercial. Il y a tout le conflit qui porte sur la liberté de navigation dans les mers de Chine. Nous avons mentionné tout à l'heure le détroit de Formose, mais la protection de Taïwan et le traité de sécurité avec Taïwan est quelque chose de fondamental. Il n'est pas du tout exclu que nous ayons un vrai conflit dans les mois ou les années qui viennent là-dessus. Le renforcement de la marine chinoise inquiète énormément les Américains, et tout ce qui est la Belt and Road Initiative, les routes de la soie, dans lesquelles les Chinois amènent un certain nombre de partenaires faibles à s'endetter jusqu'à la gorge pour des travaux d'infrastructure en échange de concessions qu'ils sont amenés à faire. On cite le cas de Ceylan, par exemple, qui, s'étant endetté, ne peut se libérer de sa dette qu'en louant un bail pour 99 ans en port en eau profonde à la Chine. Tout ceci est sur la liste des accusations contre la Chine. Nicole Desautos. Oui, ce qui est frappant, c'est quand même de voir à quel point les États-Unis en général, et ce président Trump en particulier, sont incapables d'avoir une vision du monde, une relation au monde
autre que confrontationnelle. Il faut toujours que l'Amérique ait un ennemi, et donc là, Trump a désigné, il y a l'ennemi principal qui est la Chine, et l'ennemi secondaire qui est l'Iran. Alors qu'on est dans un système en pleine révolution, la mondialisation révolutionne absolument l'ensemble des règles, des principes de la géopolitique, on aurait pu s'attendre à une espèce de créativité américaine pour penser ce nouveau monde, comme ils l'ont eu. En 89, lors de la disparition de l'Union soviétique, les Américains ont été géniaux pour repenser un nouveau système européen. Là, l'Amérique continue le binarisme confrontationnel qui a été celui de la guerre froide. Alors, je ne dis pas que le wilsonisme est l'avenir du monde, mais quand même, on aurait pu s'attendre à ce que cette tradition, malgré tout, demeure un peu dans la grandeur américaine, ce qui n'est pas le cas. Alors, je reviens au sujet, et la question que je me pose, c'est est-ce que cette guerre commerciale avec la Chine est le prélude ou le substitut d'une vraie guerre avec la Chine? Et alors, on n'a pas beaucoup d'arguments pour répondre, parce que jusqu'à maintenant, et c'est à mon avis l'erreur de Donald Trump, les guerres commerciales que les Américains ont menées étaient contre des alliés. Par définition, puisque jusqu'à la mondialisation, ni la Russie ni la Chine n'étaient dans le commerce mondial. Et donc, les Américains ont mené des guerres, par exemple, contre le Japon. On se souvient, dans les années 80, le Japon qui avait acheté l'Empire State Building avec un livre qui s'appelait « Le Japon qui peut dire non ». Le Rockefeller, pardon. Les Américains ont tué l'économie japonaise et donc ils ont fait plier le Japon. Ils ont fait la même chose récemment avec le Mexique lors de la renégociation de l'ALENA. Mais c'est la première fois qu'il y a une guerre commerciale avec un ennemi qui, lui, est un champion du commerce mondial. Et c'est une citation de la directrice du planning staff américain qui dit « C'est la première fois que nous avons un rival majeur non caucasien ». C'est-à-dire non blanc, quoi. Et donc, je crois que les Américains ne se rendent pas compte que les conséquences d'une guerre commerciale avec un non-caucasien sont pas forcément les mêmes que ce qu'il y a eu précédemment. Et en tout cas, on n'a pas d'antécédent pour savoir si c'est le prélude ou le substitut d'une vraie guerre. En tout cas, ce qui est certain, c'est mon deuxième point, mais vous l'avez dit, François, c'est que l'affrontement avec la Chine va bien au-delà du commerce. Et je crois que surtout, c'est moins un affrontement stratégique, la marine chinoise, les îles, Taïwan, etc., qu'un affrontement technologique, pour la maîtrise technologique du 22e siècle. On sait que la Chine alors soit par le vol de la propriété intellectuelle, soit par ses propres chercheurs et ses intelligents chinois. Donc la Chine est maintenant première sur la 5G avec Huawei. Avec DJI, ils sont premiers sur les drones civils mondiaux. C'est une puissance majeure sur la conquête spatiale. Ils sont allés sur la face cachée de la Lune. Moi, ça continue de me fasciner. Sur les brevets, l'Organisation internationale de la propriété intellectuelle dit qu'en 2020, la Chine sera première pour le dépôt des brevets. Elle passera devant les États-Unis. Sur les GAFA, ils ont les autres, le GAFA chinois, les BATX. Sur le GPS, ils ont Baidu, donc ils peuvent parfaitement être autonomes. Sur l'intelligence artificielle, ils viennent d'investir 150 milliards en matière de recherche sur l'intelligence artificielle. Je crois que les Américains ont peur et que la vraie raison de l'attaque commerciale de les États-Unis contre la Chine, c'est l'anticipation d'un futur où l'Amérique ne serait pas America First. L'Amérique ne serait pas première. Et donc, il y a une vraie volonté de casser la Chine. Et ce qui est assez amusant, d'ailleurs, si ça n'était terrible, c'est que ce Trump, qui n'est absolument pas dans la tradition de Bush, ni un born again, ni un chrétien, ni tout ce qu'on veut, il a exactement la même politique qui est le régime change, casser le régime chinois et faire en sorte que la Chine ne soit pas le grand rival des États-Unis. Et moi, je ne crois pas du tout à l'affrontement militaire, mais à celui-là. Dernier point, est-ce que ça peut marcher ? Et on n'a pas d'antécédents, je répète. Les guerres commerciales, on les a eues avant avec des alliés plus petits qu'on a cassés. Et moi, je ne crois pas que cette fois, ça va marcher pour quelques raisons. D'abord, parce que vous l'avez dit, le protectionnisme américain pénalise aussi les producteurs américains, donc les marchands de soja, Walmart, par exemple, la grande distribution américaine ne va pas accepter ça longtemps. Que les exportations chinoises aux États-Unis, ça n'est jamais que 20% des exportations chinoises. Et surtout, la Chine a développé une stratégie maintenant de croissance par l'intérieur, par le marché intérieur, par les investissements intérieurs. Et surtout, la Chine a développé, parce qu'elle a anticipé cela, un plan qui s'appelle Made in China 2025, d'autonomie chinoise sur les 10 secteurs technologiques clés pour l'avenir. Et c'est ça
que Donald Trump ne supporte pas, mais je crois que les Chinois ont les moyens de résister, d'autant qu'en Asie, la politique de Donald Trump attaque aussi les alliés des Américains. La Corée du Sud, le Japon souffrent de ce protectionnisme américain et qu'il pourrait être tenté, non pas de se rapprocher de la Chine, mais d'avoir un marché chinois un peu plus défensif, un peu plus autonome par rapport à l'américain. Donc j'ai très peur que la stratégie de Donald Trump soit une... Enfin, j'ai très peur. Je souhaite que la stratégie de Donald Trump soit un échec, mais que cet échec, malheureusement, nous en paierons les conséquences. Marc-Olivier Badis. Et la perspective que vous dessinez, c'est une reconfiguration du commerce mondial et en fait un recul du commerce mondial. Parce que si les États-Unis se replient et si la Chine se repose davantage sur son marché intérieur pour se développer, ça veut dire que on va revenir en arrière sur la perspective qui était celle du début des années 2000, d'une intensification du commerce mondial. Et aujourd'hui, les Américains, en fait, se mordent un peu les doigts d'avoir fait rentrer la Chine dans le système de l'OMC au début des années 2000, parce qu'ils avaient l'idée que les Chinois joueraient le jeu, suivraient les règles de l'OMC auxquelles ils ont signé en bas du document. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Et donc, les exemples que citait François Bujon de l'Étang tout à l'heure sont quand même très, très importants. J'y reviendrai. Alors, je crois que pour inverser la perspective, les Chinois ont fait quand même 2 grandes erreurs dans leurs négociations avec les Américains, parce qu'ils pensaient que les Américains céderaient dans la négociation. Et ils avaient fait le raisonnement de se dire, Donald Trump est politiquement affaibli, donc il ne pourra pas rester à l'offensive. Et deuxièmement, il y a une forte pression des industries américaines pour arrêter cette guerre commerciale, puisque effectivement les Américains importent des biens de consommation achevés qui sont distribués dans les chaînes Walmart, des petits jouets en plastique, des choses comme ça, mais aussi des composants pour l'industrie américaine, des composants essentiels pour l'industrie automobile, pour l'aéronautique et même pour des secteurs de pointe comme les biotechnologies. Et donc ça veut dire que si on met des barrières commerciales, on augmente le coût de ces composants intermédiaires, ça veut dire qu'on augmente le coût de la production et donc ça veut dire qu'on baisse la compétitivité des entreprises américaines et donc qui font pression sur le président pour revenir en arrière. Mais cette pression, visiblement, est insuffisante et les Chinois ont surestimé l'état d'affaiblissement de Trump. Le deuxième point que je voudrais dire, c'est que par rapport à ce qu'a dit Nicole, qui est très juste, c'est que cette logique confrontationnelle des États-Unis est quand même assez surprenante, d'autant plus surprenante que la grande différence avec la guerre froide, c'est que pendant la guerre froide, les États-Unis avaient un adversaire principal, l'URSS, mais ils avaient aussi des alliés. Or, aujourd'hui, on ne voit plus où sont les alliés. C'est-à-dire qu'on a l'impression que même les Européens, qui sont quand même en principe les alliés, ne sont plus traités comme des alliés. Et alors là, il y a un sentiment un peu double des Européens par rapport à cette guerre commerciale. Le premier sentiment, c'est la crainte que ça déborde vers l'Europe. C'est-à-dire que Trump ensuite se mette à entamer une guerre commerciale avec l'Europe. Et les premiers à craindre ça, ce sont les Allemands, puisqu'ils ont été explicitement visés à travers l'industrie automobile. Et c'est pour ça que l'Allemagne en particulier a bloqué le projet français de faire une taxe européenne spéciale sur les GAFA, les grands groupes numériques américains, donc que la France va faire uniquement à l'échelle nationale, parce que l'Allemagne a peur que ce soit vu comme un geste d'hostilité par les Américains et que du coup il y ait des rétorsions qui touchent en particulier l'industrie allemande et tout le modèle économique allemand est fortement exportateur et aujourd'hui affaibli puisque toute l'industrie automobile a énormément reculé dans le dernier trimestre allemand. Ce qui est inquiétant. Mais la deuxième attitude, donc première attitude, c'est inquiétude par rapport à cette guerre. Mais la deuxième, c'est qu'en réalité, secrètement, les Européens sont contents que les Américains mettent la pression sur les Chinois sur leur attitude commerciale. Parce que tous les sujets que vous avez énumérés, François, le respect de la propriété intellectuelle, les transferts forcés de technologie, les conditions d'accès au marché chinois, le fait que pour investir sur le marché chinois, il faut trouver un partenaire local et donc co-investir avec un Chinois qui finalement dans la plupart des cas, récupère
les bénéfices, tout ça, ce sont des griefs aussi soulevés par les Européens, et ils sont bien contents que les Américains aillent à l'offensive sur ce sujet, qui pourrait bénéficier aussi pour le commerce américain. Le dernier mot, c'est sur Huawei. Là encore, c'est un peu inhabituel comme situation, mais on est bien forcé de dire que Trump n'a pas complètement tort. Quand il dit qu'il y a un risque de sécurité majeur, Huawei a tout à fait les moyens de rajouter une puce espionne dans les serveurs qu'elle vend aux pays européens ou aux États-Unis, et à partir de là, peut récupérer des données, y compris des données très confidentielles, sur les usages qui sont faits d'Internet. François Buchan de l'Étang. Le temps presse, donc juste un mot simplement pour verser une larme au passage en écho à celle de Nicole sur le manichéisme américain et la tendance à voir effectivement le monde en noir et blanc. C'est dans l'ADN américain, il n'y a rien à faire. Ça, c'est pas Trump qui l'a inventé. Il le magnifie par sa brutalité et ses excès, mais c'est tout à fait dans l'esprit. Les Américains ne peuvent pas concevoir qu'un adversaire ne soit pas potentiellement un ennemi. Et quand Trump dit l'Union européenne est mon ennemi, et il l'exprime de façon presque caricaturale. J'y ajoute la fascination absolument extraordinaire des États-Unis pour la Chine, qui remonte au 19e siècle, qui remonte à Stilwell et Chiang Kai-shek. Tout ceci est extrêmement vivant. Nicole Nisotto. Juste un mot, parce que je suis dans une journée un peu méchante, mais c'est quand même extraordinaire de voir les Américains accuser Huawei d'être potentiellement un agent de renseignement pour l'armée et le gouvernement chinois, quand on sait l'énormité, l'intensité de l'espionnage pratiqué par les Américains via leur GPS et leur technologie, y compris sur leurs meilleurs alliés, c'est-à-dire le portable de Mme Merkel. Donc moi, je ne suis pas pour que la Chine accède à nos secrets d'État, mais il faut quand même se moquer du monde. Merci, l'heure a sonné de notre dernière séquence, la séquence des brèves. Je vais l'ouvrir en signalant un livre de Bertrand Legendre, publié aux presses universitaires de Grenoble et intitulé « Ce que le numérique fait au livre ». On nous avait d'abord annoncé que le livre allait disparaître, puis on nous avait annoncé que le numérique avait échoué. Bertrand Legendre a fait une étude extrêmement sérieuse sur ces points-là. Une étude qui d'ailleurs ne conclut pas absolument, puisqu'elle reste très ouverte, qu'elle montre là où le numérique l'a emporté, là où il a soutenu le livre, là où il a simplement modifié complètement les conditions, notamment la métamorphose, ce que Bertrand Legendre appelle la métamorphose des mécanismes de notoriété, qui est très intéressante, et aussi le changement de la relation entre auteur et éditeur. Bref, pour ceux qui s'intéressent à cette chose qui, en France, a, grâce à Dieu, une aussi grande importance réelle et symbolique, je recommande Ce que le numérique fait au livre, Bertrand Legendre, presse universitaire de Grenoble. Marc-Olivier Padis. Alors, on va parler aussi de numérique avec le livre que je recommande de Giuliano da Empoli, qui est un jeune Italien spécialiste des questions politiques, Les ingénieurs du chaos, chez Jean-Claude Lattès. C'est un livre qui fait la synthèse sur l'usage du numérique dans les campagnes électorales, notamment la victoire de Trump, la victoire du Brexit, mais aussi d'autres campagnes comme celle de Orban en Hongrie, et tous ces experts des grandes données, ce qu'on appelle les big data, qui sont utilisés dans les campagnes électorales. C'est absolument passionnant de voir comment l'idée d'une campagne électorale politique est complètement transformée par ces nouveaux usages, avec toutes les manipulations des données personnelles, mais notamment sur un point qui laisse beaucoup à réfléchir, ce qu'on appelle le micro-targeting, c'est-à-dire le fait que des messages sont individualisés pratiquement pour les électeurs. Dans la campagne du Brexit, c'était des millions de messages micro-ciblés vers des toutes petites cibles électorales, et donc plus du tout des discours d'ensemble agrégeant des grandes idées, mais donc un bouleversement complet des conditions des élections dans nos pays. Nicole Nisotto. Alors moi, je vais vous recommander d'aller au théâtre dans ces temps de sinistrose totale, d'aller rire, d'aller éclater de rire au théâtre de Poche en allant voir Tchekhov à la folie. Ce sont 2 pièces très courtes de Tchekhov jeune, d'ailleurs, sont 2 farces. La demande en mariage d'un côté et l'ours de l'autre, dont le texte est juste un texte drôle, mais qui sont servis, enfin ces pièces sont servies par des comédiens absolument prodigieux. Alors bien sûr Jean-Paul Faré, mais surtout une femme extraordinaire, Émile Bayard, qui donne à ce personnage féminin une jovialité, une drôlerie. C'est absolument extraordinaire. On sort de là complètement réconcilié avec la vie. Donc je vous recommande Tchekhov à la folie au Théâtre de Poche jusqu'au 14 juillet.
François Bujon de l'Étang. Alors, moins drôle, ce que je regrette, mais géographiquement proche, moi, je recommande simplement un bon livre sur l'Ukraine. Il n'y en a pas 36, il faut les signaler quand il en sort un. C'est le livre de Pierre Laurin, écrivain et journaliste connu pour tous ses travaux sur le monde russe d'une façon générale. Ça s'appelle L'Ukraine, une histoire entre deux destins, publié chez Bartilla. C'est une très bonne somme sur l'histoire de l'Ukraine, depuis la grande principauté de Kiev jusqu'aux origines de la Sich cosaque. Vous y apprendrez pourquoi les Cosaques Zaporog s'appellent Zaporog, par exemple, mais vous verrez beaucoup plus près comment est né le nationalisme ukrainien, comment il se ramifie et quels sont les problèmes aujourd'hui de ce très grand pays, à la fois proche et lointain de nous et de l'Europe. Je vous remercie. Il me reste à rappeler que cette émission a été préparée avec Charlotte Montier, que Nicolas Tourneau assure la vie et la vitalité du site, Benoît Carré, la retranscription en une sorte de résumé de notre conversation. Adrien Beccaria a enregistré cette émission au studio L'Arrière-Boutique. Julien Neuville l'a produit pour Nouvelles Écoutes. Et puis à celles et ceux nombreux qui m'ont signalé leur intérêt pour l'émission de la semaine dernière, qui a été uniquement consacrée à partir de ce qui s'est passé au Bénin, à l'ensemble de choses qui se passent dans cette région, je signale que nous aurons une thématique dans la série des 9 émissions thématiques que nous diffuserons chaque dimanche de cet été. Nous aurons une autre émission thématique consacrée, elle, d'une manière plus générale, au Sahel. Merci et à la semaine prochaine.